Bonsoir. Voici le deuxième épisode de Un expert peut en cacher un autre. Lors du premier épisode, nous avions découvert avec stupeur que certains techniciens et experts avaient des difficultés avec la réalité des faits, quitte à les arranger à leur guise, mais sans pour autant renoncer à des rétributions avantageuses. Cet épisode numéro 2 nous amène au cœur du système. En effet, un autre expert judiciaire était intervenu sur les mêmes lieux plus de 2 ans auparavant. Par contre, la découverte du détournement hydraulique par le chemin des pioches risquait d'effondrer les conclusions précédentes. Sur les 2 diapositives suivantes, nous récapitulons les obligations déontologiques des experts et magistrats. Le juge ne peut pas tout savoir, il doit pouvoir s'appuyer sur les savoirs spécifiques d'experts spécialement habilités et assermentés à cet effet. L'expert judiciaire cumule donc plusieurs obligations. L'exercice de sa profession doit être indépendant, c'est la base de son savoir, et il doit appartenir à un ordre professionnel qui l'assujettit à un code de déontologie. En effet, l'expert est considéré comme un collaborateur occasionnel du juge, il est investi d'une mission de service public et les infractions sont sévèrement réprimées par le code pénal. La page suivante, c'est le recueil des obligations déontologiques des magistrats dans sa dernière version de 2019. Les principes de conduite professionnelle sont similaires, avec des obligations d'impartialité, d'intégrité, probité, loyauté, protection des libertés individuelles et bien sûr l'obligation de prêter attention à ceux qu'ils jugent sans jamais attenter à la dignité de personne. La diapositive suivante, au cours de l'épisode numéro 1, nous avons étudié les 2 premiers actes de cette histoire. Tout d'abord, la maison de la mort, vente truquée avec mise en danger de la vie d'autrui, un pré-rapport d'expertise niant les vices cachés et pourquoi, et puis la fuite suspecte d'un premier avocat. L'acte 2, c'est la question de l'inondation du bien, découverte du chemin des pioches au cœur d'un détournement hydraulique à des fins de promotion immobilière au niveau du contournement ouest de la commune. Et là, un deuxième avocat et son acolyte vont à leur tour dénier contre toute évidence la réalité des faits. Ils attaquent en effet la voirie complètement à tort. Et les attaques psychiques débutent. Vous allez passer pour folle, vous êtes dur à tuer. Et je vis alors ma première procédure bâillon. Quoique disposant de toutes les preuves du détournement, le tribunal va me condamner à payer les mensonges flagrants de MacGyver. Décision frappée d'une interdiction d'appel du fait de la réforme de 2020. L'acte 3 va concerner maintenant toutes les procédures antérieures du chemin des pioches, notamment celles depuis 2015, mais également les procédures antérieures. Le chemin des pioches, à qui appartient-il? Ah, j'apprends qu'il appartient à ceux qui m'avaient conseillé l'achat de ce bien. Sympa. Donc des gens trop proches par calcul, intéressés. Dieu garde-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Mais je n'étais pas leur première victime. Plus à l'est, des riverains sud demandaient le respect de leur accès aux parcelles enclavées. En effet, le chemin des pioches était aussi chemin d'exploitation agricole, et un mur construit à son issue est, sur le Camille d'Antonègre, en interdisait l'accès. Affirmant son droit de propriété sans l'assumer, le propriétaire avait donc enjoint aux demandeurs de détruire en ses lieux et places le mur en question. Mais il l'avait aussitôt fait assigner par les constructeurs de ce mur. Ai-je été poussé dans ce piège pour leur servir de bras armés contre ces tiers? Il fit donc de même avec moi. Ah, on m'a volé mon chemin. Il me faut un titre exécutoire pour pouvoir le remettre en état. C'est un chemin pluvial. Et sans le savoir, je tombais à mon tour dans une instrumentation de la justice pour une histoire dont j'ignorais tout. Ah, trop jouer les fausses amitiés et les vrais coups tordus. Ces propriétaires indélicats tombèrent dans leur propre piège, celui des mensonges contradictoires et surtout de la mise en commun des dossiers sur un unique serveur informatique. C'en était fini de l'art du clivage, cet art qui consiste à dire tout et son contraire en fonction de ce que l'on veut obtenir de chaque interlocuteur séparément. En assignant le propriétaire affirmé du chemin, la rumeur avait vite couru. Je compris vite que l'affaire était déjà connue de tous, du tribunal et des tribulations et interférences judiciaires. L'ombre de l'inquiétante étrangeté qui plane au-dessus de vous, aurait dit Freud. Et peut-être aussi une justice à géométrie variable. Un tribunal s'était déclaré incompétent à recevoir le titre de propriété du chemin lors de la destruction du mur. Mais pour ma propre demande de titre exécutoire, le même tribunal me condamnera pour ne pas l'avoir présenté.
Alors, invité à assigner les constructeurs du mur, je résistai aux injonctions et fis appel. Alors, cette affaire du mur d'accès n'avait-elle pas pour objectif que d'interdire la découverte du détournement hydraulique ? Il n'y a en effet de nouveau que ce qui a été oublié. Le chemin des Pioches et les terres nord-ouest de la Garenne faisaient l'objet de bien des convoitises, et ce depuis plusieurs générations. Mais la SAFER interdisait de morceler et lotir. Les anciens savaient que ce chemin protégeait les maisons d'aval des ruissellements pluviaux sur les pentes sud du mont Valesque. C'était donc aussi un chemin pluvial qui, depuis la nuit des temps, avait organisé le parcellaire agricole. Pour les riverains sud, l'affaire était déjà presque pliée. Ils s'étaient exécutés en détruisant le mur. Ils allaient maintenant perdre leurs droits, car une expertise judiciaire n'avait pas trouvé d'autre hypothèse de propriété que les constructeurs du mur. Les proies étaient des nouveaux venus, ignorants de l'histoire villageoise. Il serait facile à duper, voire à plumer. On les ferait passer pour fous ou débiles, c'est selon. Hélas, le chemin d'exploitation agricole étant aussi chemin pluvial creusé par les eaux, l'inondation rendait centrale la question hydraulique, et ce, à tout point de vue. Il n'existait alors qu'un seul et unique chemin, celui de l'eau, et un cadre législatif bien plus contraignant rendant impératif le respect des écoulements de surface. Voilà pourquoi mon dossier devait être tué dans l'œuf. Au cours de l'été 2020, il me fallut plusieurs mois de travail pour étudier l'ensemble des pièces, avec une méthodologie rigoureuse venue d'Aristote qui apprend à réfléchir selon deux principes indissociables, le fond et la forme, les faits et leur interprétation. C'est une distinction essentielle pour analyser un rapport d'expertise. Il est très malvenu de contester l'interprétation d'un expert. Par contre, il est tout à fait possible de veiller à ce que le champ de l'expertise soit le plus étendu possible et prenne en compte un relevé de preuves exhaustif, bien complet. Les exemples qui suivent sont à lire tranquillement. C'est le dernier qui est le plus intéressant dans notre histoire. C'est la possibilité d'exclure de la mission d'expertise les points qu'il ne faut surtout pas soulever. Et là, en l'occurrence, peut-être fallait-il écarter d'office la question hydraulique, alors qu'il s'agissait en fait de déterminer le trajet et la propriété d'un chemin qui était pourtant né du pluvial. Étrange, non ? En reprenant les bases de l'histoire, nous apprenons que le titre de propriété de 1920 est curieux, comme s'il se réservait des angles morts pour le futur. Le petit chemin compris dans la vente n'a pas de nom, il n'a que des confronts, et encore, dira l'expert, il s'agirait de ceux de la F214. Mais ceci sera contredit par un acte notarié de 1944 qui va prouver qu'il s'agit bien du chemin des Pioches et de ses propres confronts. La deuxième diapositive, cet acte de vente de 1944 concerne la partie ouest du confront Planchon F213 et cette parcelle confronte à la fois la F214 Réverbelle et le chemin des Pioches. Les confronts sont bien ceux du chemin et pas ceux de la F214. Et ce qui permet de démontrer que le petit chemin dans la vente de 1920 ne peut être que le chemin des Pioches, certifié à l'angle nord-est de la F214 Réverbelle. Et c'est bien à ce niveau qu'aura lieu la première tentative de disparition du chemin des Pioches au moyen d'un bornage irrégulier en 1991, ce qui permettait aux propriétaires de dire « On m'a volé mon chemin !» Alors, voici maintenant la cartographie des confronts du chemin des Pioches sur le cadastre Napoléon en vigueur à l'époque. Le premier confront Planchon F213 est bien au sud et il porte à son angle nord-ouest la mention B1, le bornage de 1991 qui permettra d'intégrer le chemin des Pioches dans la future AD60. Mais l'existence du confront Malabouche prouve que les eaux viennent de plus à l'ouest, et notamment de la parcelle 217 où se trouve la maison des propriétaires. Simplement, il faut remarquer que l'angle sud de ce confront Malabouche a fait l'objet d'un échange et qu'il a été détaché pour constituer la F445, cette parcelle triangulaire qui va devenir la pointe nord-est de l'actuelle AD66. Le chemin des Pioches est donc intégré à cette parcelle F445 et prouve que les eaux viennent bien de plus à l'ouest.
Que nous dit ce rapport d'expertise du 4 janvier 2017 ? C'est un rapport qui est énorme, 49 pages, sans les annexes. Il foisonne de détails, de pièces, et de fait, l'expert a l'obligation de prendre en compte tous les dires contradictoires. Il peut être difficile de s'y repérer, de faire le tri, de saisir la cohérence éventuelle ou pas de l'ouvrage, tant dans sa dimension générale que son analyse interne. Bien sûr au niveau des discours, mais surtout les décalages entre le texte et les images. Et cette expertise sera particulièrement intéressante à ce niveau. Il faut lire, relire, confronter les éléments, trier le sûr du moins sûr, mais surtout, le plus important, il faut chercher ce qu'il manque. En effet, c'est bien connu, le diable se cache dans les détails. Et pour un rapport sur un litige de propriété, on est vite étonné que la conclusion laisse à penser, mais simplement à mots couverts et par défaut, que le chemin ne trouve pas d'autre propriétaire putatif que la D11, agrandie elle aussi du chemin des pioches pourtant. La rumeur publique et la mairie disent pourtant bien le contraire. C'est bien le chemin des pioches qui est localisé là où je vous le montre. Alors comment fait notre expert pour en arriver là ? Il a trouvé une orthoimage, une vue aérienne de 1960, qui lui révèle à l'endroit de la flèche gauche en bas un petit chemin d'accès qui semble désenclaver la F214 et offrir un accès direct à l'avenue de Villeveyrac. Et il en conclut que, sur la base de ces éléments, nous pouvons donc soutenir la thèse que le chemin de desserte évoqué dans l'acte de 1920 n'est pas lié à la parcelle section AD11 et il est donc sans objet dans le cadre de cette affaire. Voilà en quelques lignes, dès la page 13, le vrai propriétaire est exonéré de sa propriété sur le chemin des pioches et des responsabilités de leurs conséquences. Alors, que nous disent les figures maintenant de cette expertise ? Eh bien, la figure 5, page 9 est explicite. Le géomètre expert trace ici les biens composant la propriété des propriétaires de la F214, actuellement AD64, et vous remarquez une petite ligne en pointillé auquel sont accolées 3 flèches noires horizontales en bas, et cette ligne en pointillé est donc cette petite voie de désenclavement vers l'avenue de Villeveyrac. En réalité, il est très clair et très explicite que ce petit chemin en pointillé ne fait que traverser une parcelle autre qui est l'AD65, dite Clos Pellet du fait des murs. Demandez la fiche de propriété des AD65 et 61 au service de la publicité foncière. Il n'y a aucun doute, ce petit droit d'accès appartient toujours à la famille Pellet et donc l'accès direct à l'avenue de Villeveyrac ne peut en aucun cas être le petit chemin compris dans la vente. Ce n'est qu'un droit de passage chez un tiers. Ici, il est clairement dessiné en dehors de l'AD66 qu'il longe. Sur la diapositive suivante, il faut donc reprendre le trajet tel que dessiné sur la première cartographie, avec au nord-ouest du confront Planchon F213, ce premier bornage, l'étoile rouge cerclée de bleu de 1991. En réalité, le chemin remonte plus à l'ouest, puisqu'il est caché dans la F445 d'origine Malabouche, récupérée en 1981. Et de fil en aiguille, les bornages vont se poursuivre sur toute la largeur et tout en haut de la parcelle F214, de la parcelle F213 Planchon, avant d'arriver par un coude jusque sur la D53 qui m'appartient. Donc on voit petit à petit effectivement le partage de ce chemin entre les divers propriétaires riverains. Et ce sont les bornages qui ont initié ce partage. Sur la diapositive suivante, alors que nous dit l'expert de ce bornage de 1991 ? Pourquoi notre expert ne s'intéresse-t-il qu'à de pures questions de forme ? Il parle en effet de présumés faux en signature. En cela, il nous distrait de l'essentiel, à savoir l'absorption du chemin des pioches par la future AD60, à son nord.
Alors ce bornage n'était-il pas qu'un faux intentionnel, valant défausse de propriété? Il fallait bien que le propriétaire se préserve des conséquences et surtout de la responsabilité des inondations que les interventions sur le chemin des Pioches ne manqueraient pas de provoquer, surtout avec l'urbanisation qui allait suivre et celle qui est prévue encore plus haut à l'ouest. Mais ce bornage n'a jamais été publié, il n'a donc aucune valeur, les propriétaires sont restés les mêmes et ils les ont même transmis par donation-partage en sachant que l'entretien reste à la charge des usufruitiers. Il est curieux de noter que notre expert a eu connaissance de cette donation-partage de 2004. Pourquoi ne s'étonne-t-il pas que le petit chemin compris dans la vente n'y soit plus mentionné? Les troubles de mémoire allégués en 2021 étaient-ils déjà là, en 2004? Personne ne se serait rendu compte de leur présence pendant 18 ans? Le neurologue doute, au profit du psychiatre qui, lui, évoque clairement la possibilité d'un simulacre. Enfin, quel est le rôle de cette servitude de canalisation récemment modifiée? A-t-elle un lien avec la D61 et le privilège de cour commune de la D62, qui sont en faveur de la construction d'un lotissement privé non déclaré? Le rapport d'expertise du 4 janvier 2017, que nous dit-il maintenant du trajet du chemin des Pioches entre AD66 à l'ouest et AD11 à l'est? Chemin pluvial faisant, ce rapport contient d'ailleurs toutes les données altimétriques qui confirment la pente descendante vers l'aval est du village et la rivière en contrebas. Et là encore, il s'avère que ce sont les images qui vont montrer davantage de choses que les mots. Toutes les figures du chemin sont dessinées sur le rapport d'expertise comme étant un fossé pluvial dessiné en hachuré bleu. Et au niveau du bornage de 1992, pour les divisions est du confront F213, que ne lit-on pas à côté des signatures? L'objet du fossé est l'écoulement des eaux des parcelles nord et ouest. L'intention de drainage hydraulique n'était-elle pas démontrée? Chemin pluvial faisant, toujours, l'eau dicte sa loi, c'est bien connu, et il est dangereux de l'oublier. Nous arrivons maintenant à l'entrée dans l'ancienne F205 Valais-Calier-Chambert, qui se trouve à l'angle nord-ouest du mur d'enceinte de l'AD53. Le terrain de l'AD53 dérive en effet de la F205, et à cet angle se trouve celui du mur de la maison de la veuve Charles, ancien nom de la maison du 130. Le chemin des Pioches y est toujours attesté et il fait même repère avec le mur Charles des limites de propriété décrites dans l'acte de licitation-partage de 1931 concernant la D55. Les images d'ici parlent toutes seules. Ne voit-on pas ici, surtout en annexes 8 et 16, tous les éléments qui composent le détournement des eaux d'amont nord-ouest par le chemin des Pioches? La flèche rouge de gauche montre bien le canal empierré coudé qui oriente les eaux vers la D53. L'ovale rouge, ce sont les terres rapportées sur le chemin approprié par la D11. Au niveau de la flèche verte de dessous, c'est la limite historique du vieux mur, et le mur est dessiné comme étant un mur épais, c'est la vieille limite historique parce qu'elle est murale. Et la nouvelle application cadastrale se contente d'être apposée sur le grillage vert surmontant quelques lignes de parpaing, ce qui n'est pas du tout, ce qui ne constitue pas une limite de propriété légale. Eh bien, c'est étonnant, le graphique dessiné par notre expert judiciaire va être strictement superposable aux éléments découverts par le constat d'huissier du 6 décembre 2019. À quelques semaines de l'inondation, nous sommes maintenant au sec et nous constatons au nord de la D55 le chemin des Pioches qui arrive avec son fossé pluvial venant de l'ouest et qui va passer sous une buse au bas de adossée au mur de la D55. Au milieu, le canal empierré qui détourne les eaux à angle droit vers la D55 et la D53 surtout. Et l'image en bas à droite, c'est la partie est du chemin des Pioches, submergée de terres rapportées et effondrées, qui font digue à l'écoulement des eaux, digue illégale. En tout cas, graphique de l'expert et constatation d'huissier sont strictement superposables. Alors, qu'en est-il des erreurs cadastrales et qu'en dit notre expert dans son rapport de 2017?
Notre expert judiciaire est en effet un géomètre expert. Conformément à la loi créant sa profession en 1946, il détient donc le monopole de la détermination des limites de propriété. Il est donc à son affaire. Mais là encore, les plans cadastraux ne sont pas cohérents d'une page à l'autre. Pourquoi notre expert place-t-il l'application cadastrale une fois sur le vieux mur Charles ? Et là, il a raison, c'est une limite incontestable parce que murale est historiquement prouvée. Alors que sur la figure du détournement, il la place sur le grillage vert surmontant quelques rangées de parpaings. A-t-il oublié l'article 666 du Code civil qui précise que le fossé appartient à celui dont les terres ont été relevées ? N'est-il pas évident que ce chenal n'a pu être creusé que sur la F85 mer de la D55 ? Alors, la D53 n'a-t-elle pas été sciemment vendue avec son système d'autodestruction ? Sur la diapositive suivante, vous voyez sur la photo de gauche, c'est une vue qui va du sud vers le nord avec la lueur du chemin des Pioches tout au fond. À droite, la limite de propriété murale de la D53. En face de nous, le chenal de détournement entre chemin des Pioches et avenue. Et à gauche, ce grillage vert surmontant quelques lignées de rangées de parpaings. Donc il n'y a pas d'erreur cadastrale possible, la véritable limite de la D53 est bien à droite. Encore plus étonnant et surprenant, c'est une demande d'autorisation de travaux pour la maison du 140, c'est-à-dire la D55, et sur le schéma proposé, nous notons cette mention. Le fossé, le chenal de communication entre chemin des Pioches et avenue est surnommé ruisseau d'évacuation des EP de la Garenne. On ne saurait mieux dire, c'est un surnom des plus évocateurs. Alors, la messe n'est-elle pas dite ? 1991 n'est-elle pas l'annus horribilis à Montbazin ? Alors je me questionne bien sûr sur le fait que ce détournement hydraulique ait pu ne pas être traité au cours de l'expertise. J'interroge ce professionnel reconnu et la réponse ne se fait pas attendre. La question hydraulique ne faisait pas partie de ma mission. Mais est-il déontologique de ne pas signaler un détournement illégal des écoulements d'eau de surface ? Illégal du fait de l'article 641.5 du Code civil, à proximité des maisons et terrains attenants. Et cette situation était connue en janvier 2017, mon achat est d'octobre 2017. Pourquoi n'en ai-je pas été informée ? Que fait la notaire, qui est pourtant d'origine montbazinoise ? Charmant, mon voisin me dira un jour, jamais personne dans le village n'aurait acheté cette maison. Ah, tout le village était donc au courant. Et ses amis, entre guillemets, propriétaires taiseux du chemin, ceux qui m'avaient rassuré sur l'état de la maison. Ah, tout le monde savait que le coin était inondable à cause des interventions qui se sont faites sur le chemin des Pioches. C'est pas un peu cynique tout ça ? Pour compléter nos informations, derrière la volonté de nuire à des proches qui vous font confiance, n'y a-t-il pas d'autres enjeux ? Bien sûr celui de l'aménagement juteux du territoire d'amont, ces fameuses terres nord et ouest autour de la déviation ouest et du projet Aquadomitia. L'expert n'avait-il pas vu que le chemin avait été chargé à ras-bord par des terres et faisant digue à l'écoulement historique des eaux, comme en témoigne le schéma effectué par le service des eaux de l'Aglopole. Et là, c'est l'article 653 qui intervient et qui dit la chose suivante. Dans l'hypothèse où les fonds seraient séparés par un chemin ou une bande de terre, la présomption de mitoyenneté de l'article 653 serait privée d'efficacité, a fortiori, bien sûr, face à l'obligation impérative de respecter l'écoulement des eaux de surface. D'où les croix sur les deux flèches de la figure de droite, puisqu'il y a obstruction à l'écoulement des eaux par ces terres rapportées. Alors, faut-il silencier la question hydraulique pour donner le chemin des Pioches à la D11 ? Bien sûr, elle gagne 275 mètres carrés et elle bénéficie depuis quelque temps d'une promotion en UC, futur constructible. Ce qui est inquiétant parce que les eaux s'écoulant du nord vers le sud, les risques d'aggravation sont majeurs. Ou bien plutôt, fallait-il donner le chemin à la D11 pour le privatiser et ainsi cacher le détournement hydraulique qu'elle contribue à créer ?
Pour que personne n'ait à connaître ce détournement illégal du chemin des pioches, personne ne devait jamais pouvoir y accéder. Il fallait donc 3 gardiens possibles, 3 gardiens d'ouest en est. À l'ouest, le bornage sans valeur qui permettait de le vendre et de construire un garage par-dessus. À l'est, la privatisation du chemin par la D11 qui permettait d'en interdire l'accès par la construction du mur. Et malheureusement pour eux, c'était sans compter le sud, ce chenal de communication entre chemin des pioches et avenue. Et de là, l'eau dictant sa loi, le poteau rose des compères de 1991 éclata au grand jour, malgré les menaces de balles perdues. Voici maintenant la synthèse cartographique des interventions sur le chemin des pioches. À gauche, un réseau d'irrigation BRL, dont les eaux sont peut-être déversées dans le chemin des pioches. Et surtout les 2 bornages du confront Planchon, F213, le B1 en 1991, le B2 en 1992. Les riverains se partagent le chemin des pioches, mais ce chemin vient en réalité de plus à l'ouest, de la maison du propriétaire en 1, grâce au confront Malabouche échangé en 1981. La F214, l'ancienne F214 étant marquée d'une étoile rouge. Et puis les eaux vont suivre leur chemin, l'écoulement est préservé et il va finir par arriver jusqu'au canal empierré représenté par une flèche rouge à droite qui conduit les eaux vers l'avenue alors que les terres rapportées de la D11, anciennement 198-210, vont être interdites de s'écouler vers le Camino Monténègre. Alors, un expert peut-il déontologiquement s'engager dans ce qui ressemble fort à une escroquerie en bande organisée? Peut-il être le bras armé d'une justice assurant l'impunité en dépit des preuves? Ce n'est pas à un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. Le renard se vante, le psy a toujours la puce à l'oreille et l'éléphant, lui, se souvient. À Lisbonne, en 2011, j'avais fait connaissance avec un confrère expert en mal de séduction qui m'avait appris les coulisses de l'expertise, médicale cette fois-ci. Nous avons l'habitude de nous réunir entre experts pour nous répartir les dossiers et surtout de décider à l'avance du sort de la procédure en expertise judiciaire et même du sort du demandeur. Alors les dés sont-ils pipés d'avance ? En journée culturelle, il m'avait montré un quidam en disant « Tu vois le grand, il est très costaud, il va très bien. » Eh bien, nous lui avons obtenu une pension d'invalidité à vie. C'est un frère. Un jour, un expert extérieur a refusé de respecter les usages. Avec plusieurs hommes de main, nous l'avons attaché sur une chaise dans un garage isolé et nous lui avons fait peur. Il a fini par craquer. Quel grand écart avec la planche de celui qui devenait bientôt grand maître, une planche sur le pardon. Le grand art des discours trahis par les actes. Et la diapositive finale, où sont maintenant les garde-fous du tout numérique? Le justiciable n'est-il pas mis à nu? Les dossiers ne sont-ils pas de plus en plus partagés et poreux? Voici sur cet écran, mais vous pouvez aller voir sur le site de la CJCAM, vous les retrouverez. Voilà la volonté de la nouvelle équipe de la CJCAM, compagnie des experts de la Cour d'appel de Montpellier. Le premier chapitre me semble difficile à comprendre. Peut-il exister d'autres objectifs que le champ de mission de l'expertise? En tout cas, l'utilisation des moyens dématérialisés pour communiquer entre magistrats, avocats et experts est inquiétante. La confidentialité des données du demandeur est-elle pour autant garantie, ou bien est-ce la porte à des interférences décisionnelles? Mais la CJCAM nous rassure, un expert qui adopte la déontologie du CNCEJ, Centre national des experts judiciaires, est un expert sûr. Vous pouvez avoir confiance. Merci.